Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Préfet. On plonge aujourd'hui dans un monde, assez fascinant, celui de la magie et de la spiritualité. Oui. Et plus précisément, on va se concentrer sur les traditions wiccanes et païennes. Hmm. Vous avez ces chemins qui attirent de plus en plus de personnes en quête de sens, de connexion avec le sacré. Effectivement, ces deux voies spirituelles offrent une richesse incroyable, de Bien. pratiques et de croyances, Voilà. souvent confondues d'ailleurs. C'est vrai, et c'est justement ce qui rend la découverte parfois complexe. On se demande quelles sont les véritables différences. Oui. Qu'est-ce qui les rapproche, et par où? Par où commencer? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. L'objectif est de vous donner les clés pour mieux comprendre ces traditions, leurs nuances, leurs points communs, et peut-être vous aider à discerner celles qui résonnent le plus en vous. Alors, commençons par la Vipassana, souvent décrite comme une voie structurée et accessible. Est-ce vraiment le cas? Oui, on peut dire ça. La Wicca, née au milieu du XIe siècle, s'appuie sur un système de croyances et de pratiques bien défini. D'accord. C'est ce qui peut la rendre plus accessible aux débutants, Oui. car elle offre un cadre clair, un peu comme un guide pour se repérer. Un peu comme un mode d'emploi pour la magie, en quelque sorte. Exactement. Et au cœur de ce système, on retrouve la notion de dualité sacrée, n'est-ce pas? Absolument. La Wicca honore un dieu et une déesse, représentant les polarités masculines et féminines, le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Ce concept de dualité est fondamental, Oui. car il représente l'équilibre des forces à l'œuvre dans l'univers. Et cette dualité sacrée se reflète aussi dans la nature, avec la complémentarité du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, des saisons qui se succèdent. Exactement. Les week-ends voient cette harmonie, cette complémentarité divine dans tous les aspects du monde naturel. C'est cette connexion profonde avec la nature qui nourrit leurs pratiques. Justement, en parlant de pratique, la Wicca est aussi connue pour son code éthique, notamment avec la fameuse règle du 3. Pourriez-vous nous expliquer ce principe Bien sûr. La règle du 3, c'est un peu le principe du karma en version Wicca. Elle stipule que toute énergie que l'on envoie, qu'elle soit positive ou négative, nous revient multipliée par 3. Donc c'est un principe qui invite à une grande prudence dans nos actions magiques. Pas question de lancer des sorts à la légère avant. Effectivement, la Wicca encourage une pratique responsable et bienveillante. On retrouve cette philosophie dans la maxime. Si nul n'est lésé, fais ce qu'il te plaît. Cela signifie qu'on a une grande liberté d'action tant qu'on ne nuit à personne ni à soi-même. C'est une maxime qui me parle beaucoup, elle met l'accent sur le libre arbitre, tout en insistant sur le respect d'autrui et la responsabilité de nos actes. Ce qui m'amène à une autre question. Comment se déroule concrètement la pratique de la magie en Wicca? La Wicca s'appuie sur des rituels précis et utilise des outils spécifiques pour canaliser les énergies et se connecter au divin. On a tous en tête l'image de la sorcière avec son chaudron et son balai. Mais plus sérieusement, quels sont ces outils et comment sont-ils utilisés? Il existe plusieurs outils importants en Wicca, chacun ayant une symbolique et une fonction particulière. Par exemple, l'atam, un couteau à double tranchant, Oui, qui ne sert pas à couper physiquement, d'accord. mais à diriger l'énergie. C'est intéressant car on a souvent une image négative du couteau, associée à la violence, alors qu'ici, il symbolise la volonté, la capacité à agir avec précision et détermination. Exactement. On retrouve aussi le calice, symbole du féminin et de l'élément eau, qui représente l'intuition, la réceptivité. Il y a aussi le bâton ou la baguette, associé à l'élément feu, qui sert à canaliser l'énergie et à tracer le cercle rituel. Hmm. Et bien sûr, le pentacle, symbole de l'élément terre et de la protection. Ce sont des objets qui, au-delà de leur fonction pratique, possèdent une forte charge symbolique. Ils nous relient aux éléments, aux forces de la nature. Tout à fait. Ces outils sont utilisés pour créer un espèce sacré, le cercle rituel, où le week-end va pouvoir se connecter aux énergies, formuler ses intentions, honorer la déesse et le dieu. Donc si je comprends bien, le cercle rituel est un peu comme un espace-temps sacré, une bulle énergétique où on peut pratiquer la magie en toute sécurité. Exactement. Et ces rituels s'inscrivent dans un calendrier bien défini, avec les sabbats et les esbats. Ah oui, parlons-en de ces fêtes d'or. J'ai entendu parler de la roue de l'année, mais je ne sais pas trop à quoi cela correspond. Les sabbats sont des fêtes saisonnières qui célèbrent les cycles de la nature, les solstices et les équinoxes. Ils marquent les moments clés de l'année et permettent aux week-ends de se connecter au rythme de la Terre. Donc c'est un peu comme un calendrier agricole revisité, Oui, une façon de célébrer la vie, la mort et la renaissance de la nature. on peut le voir comme ça. Quant aux esbats, ce sont des rituels liés au cycle de la Lune, notamment à la pleine Lune. C'est un moment privilégié pour se connecter aux énergies lunaires, pour l'introspection, la divination et la magie.
On retrouve encore une fois ce lien fort avec la nature, cette volonté de vivre en harmonie avec les cycles du cosmos. Oui, c'est une dimension essentielle de la Wicca. Et cette connexion profonde avec la nature se reflète aussi dans l'éthique Wiccan, Hmm. dont on a parlé tout à l'heure avec la règle du 3. Mais au-delà de la règle du 3, y a-t-il d'autres aspects à prendre en compte en matière d'éthique? Bien sûr. Les Wiccans sont très attentifs aux conséquences de leurs actions magiques. La magie est considérée comme un outil puissant qui doit être utilisé avec sagesse et discernement. C'est un peu comme le feu. Il peut être un allié précieux, mais aussi un danger s'il n'est pas maîtrisé. Tout à fait. Les Wiccans pensent que la magie, si elle est mal utilisée, peut créer des déséquilibres karmiques. Ils insistent donc sur l'importance de la purification, de la protection et de l'intention dans la pratique magique. C'est une approche qui me semble très responsable. Cela permet d'aborder la magie avec un sentiment de sécurité et de bienveillance, tout en respectant les lois naturelles. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui séduit beaucoup de débutants en Wicca. Le cadre structuré et l'éthique claire offrent un environnement rassurant pour apprendre et progresser. Et du côté du paganisme, les choses sont-elles différentes? Oui, le paganisme se distingue par sa diversité et sa flexibilité. Là où la Wicca offre un cadre relativement universel, le paganisme englobe une multitude de traditions, parfois très anciennes, inspirées de différents panthéons et cultures. C'est vrai qu'on entend parler de paganisme nordique, celtique, gréco-romain. On a l'impression d'un immense puzzle avec des pièces qui viennent de partout. C'est une image qui illustre bien la richesse et la complexité du paganisme. Ce n'est pas une entité unique. Mais plutôt une constellation de spiritualité qui partage un socle commun, le respect de la nature et le lien avec des divinités multiples. C'est exactement ça. Le paganisme est un terme parapluie qui recouvre une multitude de traditions, chacune avec ses propres croyances, ses propres pratiques, ses propres divinités. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de paganisme au singulier, mais des paganismes au pluriel. Tout à fait. Et c'est ce qui fait sa beauté et sa richesse. Certaines traditions païennes sont très anciennes, ancrées dans des cultures ancestrales. D'autres sont plus récentes, inspirées par des mouvements comme le néo-chamanisme ou la reconstruction polythéiste. Ce qui les unit, c'est ce respect profond pour la nature, et cette connexion avec des forces divines multiples, souvent liées à un territoire, une culture, une mythologie spécifique. Exactement. Et cette diversité se reflète aussi dans les pratiques magiques. Par exemple, un païen qui se réclame de la tradition nordique va travailler avec des runes et honorer des divinités comme Odin Thor ou Freya. Alors qu'un druide celtique, lui, va se tourner vers les arbres sacrés, les fêtes gauloises et des entités comme Cernunnos, le dieu cornu de la forêt. C'est fascinant de voir comment les pratiques s'adaptent au contexte culturel et mythologique. Absolument. Et cette adaptation se retrouve aussi dans les rituels. Il n'y a pas de modèle unique en paganisme. Chaque tradition, chaque communauté va façonner ses propres célébrations s'inspirant des mythes et légendes qui lui sont propres. On a vu que la Wicca avait un code éthique assez précis avec la règle du 3 et le principe de ne pas nuire. Est-ce qu'il existe un équivalent dans le paganisme? C'est une question intéressante. En réalité, il n'y a pas de code éthique universel en paganisme. Certaines traditions adoptent un principe similaire à celui de la Wicca. D'autres insistent davantage sur la responsabilité individuelle, l'équilibre entre les forces de l'harmonie avec la nature. Donc on n'est plus dans une démarche de conscience individuelle, où chacun doit réfléchir aux conséquences de ses actes magiques, s'aligner sur les principes éthiques de sa tradition. Exactement. L'idée générale est que chaque acte magique a des répercussions, que ce soit selon la loi de cause à effet ou selon des principes karmiques. En l'absence de dogme unique, l'éthique païenne repose souvent sur la notion de réciprocité, le respect envers les divinités, les esprits de la nature. Ce qui est intéressant, c'est que cette absence de dogme n'empêche pas une grande rigueur morale. On ne fait pas n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y a pas de règle absolue. Au contraire, chaque pratiquant est invité à développer son propre sens de l'éthique, à être responsable de ses actes. Tout à fait. Et cette responsabilité s'étend aussi au choix des outils et des symboles. On a vu que la Wicca utilisait des outils spécifiques comme la tame, le calice ou le pentacle. Qu'en est-il du côté du paganisme? J'imagine que là encore, la diversité est de mise. Absolument. Les outils utilisés en paganisme varient énormément d'une tradition à l'autre. Par exemple, dans le chamanisme, on utilise souvent le tambour et les fumigations à base de plantes locales. Dans le reconstructionnisme nordique, on accorde une grande importance aux runes et aux talismans représentant les symboles des dieux. On a vraiment l'impression que chaque tradition a développé ses propres outils, en fonction de ses croyances, de ses pratiques et de son contexte culturel. C'est exactement ça. Il n'y a pas de règle stricte en paganisme. Chaque pratiquant peut choisir les outils qui résonnent le plus en lui en s'inspirant des traditions qui l'attirent. C'est une approche très libre et créative qui contraste avec le côté plus codifié de la Wicca. Mais malgré leurs différences, on peut dire que la Wicca et le paganisme partagent des points communs importants, notamment ce lien profond avec la nature. Tout à fait.
Le respect de la nature est fondamental dans les deux approches, Wiccans et païens, puissent une énergie sacrée dans le monde naturel. Ils célèbrent les saisons, observent les cycles lunaires et expriment leur gratitude envers la Terre. C'est une vision du monde qui nous invite à nous reconnecter à notre environnement, à retrouver notre place au sein du grand tout à honorer la Terre comme une mère nourricière. Exactement. Et cette connexion à la nature se traduit par un profond respect pour les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et parfois l'esprit. On retrouve ces éléments dans les rituels, les symboles, les pratiques magiques. C'est vraiment la base de la vision du monde wiccan et païenne. On honore les éléments comme des forces vivantes, des expressions du divin. Absolument. Et au-delà des éléments, on retrouve aussi une vision plurielle du divin. La Wicca, même si elle se focalise sur un couple divin, la déesse, et le dieu n'exclut pas l'existence d'autres entités. Quant au paganisme, il embrasse souvent un polythéisme ou un animisme très riche. On est loin d'idée d'un Dieu unique et tout-puissant qui domine la création. Ici, le divin se manifeste sous de multiples formes à travers la nature, les éléments, les esprits. C'est une vision qui invite à l'humilité, à la contemplation, à l'émerveillement devant la richesse et la complexité du monde qui nous entoure. Justement, on a beaucoup parlé des points communs entre la Wicca et le paganisme. Mais il ne faut pas oublier les différences fondamentales qui les distinguent. Bien sûr. La première différence notable concerne la structure des pratiques. La Wicca, comme on l'a vu, est un système codifié avec des rituels précis, des sabbats, des esbats, un code éthique clair. Le paganisme, quant à lui, est beaucoup plus flexible, chaque tradition ayant ses propres rituels et ses propres mythologies. On pourrait dire que la Wicca offre un chemin balisé avec des repères clairs, tandis que le paganisme nous invite à créer notre propre voie, à explorer différents sentiers. C'est une bonne image. Et cette différence de structure se reflète aussi dans la dimension éthique. La Wicca met en avant la règle du 3 et le principe du « ne fais de mal à personne », tandis que le paganisme plus diversifié s'appuie davantage sur le respect, la responsabilité individuelle, l'harmonie avec les forces en présence. Donc en Wicca, on a un cadre éthique très clair, tandis qu'en paganisme, on est davantage dans une démarche de conscience individuelle, d'introspection et de responsabilité personnelle. Exactement. Et cette différence d'approche se retrouve aussi dans la vision du divin. La Wicca se concentre principalement sur un couple divin, la déesse, et le dieu, tandis que le paganisme peut célébrer tout un panthéon des esprits locaux des forces animistes. On a vraiment l'impression d'un éventail beaucoup plus large dans le paganisme, avec une multitude d'entités et de forces à découvrir. On peut explorer les panthéons grecs romains, celtes nordiques et égyptiens. Les possibilités sont infinies. Oui, c'est un univers très riche et varié, qui peut séduire les personnes en quête d'une spiritualité plurielle ouverte à différentes formes de divinités, de mythes et de symboles. Et pour terminer ce tour d'horizon et différences, on peut parler des outils. La Wicca utilise des outils spécifiques comme la tame, le pentacle, le calice. Tandis que dans le paganisme, les outils varient énormément d'une tradition à l'autre. Oui, on retrouve des outils comme le tambour, les runes, les plantes sacrées, les baguettes. La liste est presque infinie. C'est vrai qu'on a l'impression d'une plus grande liberté dans le paganisme, chaque pratiquant pouvant choisir les outils qui lui correspondent le mieux en fonction de sa tradition, de sa sensibilité, de son intuition. Exactement. Il n'y a pas de règles strictes. L'important est de trouver les outils qui résonnent avec notre propre énergie et notre propre cheminement. Alors, face à cette diversité de traditions, comment choisir le chemin qui nous convient le mieux? Wicca ou paganisme? Par où commencer? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, et il n'y a pas de réponse toute faite. Le choix d'une voie spirituelle est une démarche personnelle qui doit être guidée par l'intuition, la réflexion et l'expérimentation. C'est un peu comme choisir un instrument de musique. On peut être attiré par la guitare, le piano ou la flûte, mais au final, c'est en essayant qu'on découvre celui qui nous correspond le mieux, celui qui nous permet d'exprimer notre propre musique. C'est une très bonne image. Et c'est la même chose pour la spiritualité. Il faut se laisser guider par sa curiosité, essayer différentes pratiques, lire des livres, rencontrer des personnes qui partagent ces traditions. Et surtout, il faut écouter son cœur, ses ressentis, et ne pas avoir peur de se tromper. Le cheminement spirituel est une aventure, une exploration, et parfois on fait des détours, on change de direction, on découvre de nouveaux paysages. Tout à fait. Et il n'y a pas de jugement à avoir. L'important est d'être sincère dans sa démarche, de respecter les traditions que l'on explore et de rester ouvert à l'apprentissage. Concrètement, par où commencer pour explorer la Wicca et le paganisme? Y a-t-il des pratiques simples et accessibles pour les débutants? Bien sûr. Du côté de la Wicca, on peut commencer par un rituel de pleine lune. Ah oui, c'est vrai que c'est un rituel assez populaire et facile à mettre en place. Pourriez-vous nous en dire plus? Volontiers. Le rituel de pleine lune est un moment privilégié pour se connecter aux énergies lunaires, pour formuler ses intentions, pour faire un travail d'introspection ou de divination. Donc si je comprends bien, on se met dans une ambiance propice à la relaxation.
On allume des bougies, on se concentre sur la lune et on formule nos souhaits, nos intentions, nos prières. C'est l'idée générale, oui. Mais il y a différentes manières de réaliser un rituel de pleine lune. Certains préfèrent le faire en solitaire, d'autres en groupe. Certains utilisent des outils magiques comme la tame ou le calice, d'autres se contentent de bougies et d'encens. L'important, c'est de créer un espace sacré, de se connecter à l'énergie de la Lune et de formuler ses intentions avec clarté et conviction. Exactement. Et du côté du paganisme, on peut commencer par une pratique très simple, la connexion à un esprit de la nature. Ah oui, j'aime beaucoup cette idée. Ça nous permet de sortir de notre quotidien, de nous reconnecter aux énergies de la Terre, de retrouver ce lien avec la nature, qui est si important dans les traditions païennes. Tout à fait. Et c'est une pratique très accessible que l'on peut faire n'importe où, que ce soit dans un parc, une forêt, au bord d'une rivière ou même dans son jardin. Concrètement, comment fait-on pour se connecter à un esprit de la nature? Il suffit de choisir un lieu qui vous attire, un arbre majestueux, une source d'eau claire, un rocher imposant. L'important est que vous vous sentiez bien dans cet environnement, que vous ressentiez une présence, une énergie particulière. Se laisse guider par notre intuition, on choisit un lieu qui nous appelle, qui nous inspire. Exactement. Une fois sur place, prenez le temps d'observer les lieux, de ressentir les énergies qui s'en dégagent, puis saluez mentalement l'esprit du lieu, présentez-vous et expliquez votre intention. C'est un peu comme si on entamait une conversation avec l'invisible, avec les gardiens de la nature. Tout à fait. Et pour montrer votre respect et votre gratitude, vous pouvez offrir un petit cadeau symbolique à l'esprit du lieu. Une pierre polie, quelques grains, une fleur, un geste simple, mais qui témoigne de votre intention de créer un lien, une connexion. Ensuite, on se met à l'écoute, on observe, on ressent. On peut fermer les yeux, méditer, se laisser imprégner par l'énergie du lieu. Exactement. Laissez l'intuition vous guider. Vous pouvez ressentir une présence, entendre un message, recevoir une image. Soyez ouvert à toutes les possibilités. Et avant de partir, on remercie l'esprit du lieu pour sa présence et sa bienveillance. On peut aussi rapporter un élément naturel comme une feuille ou une pierre pour le placer sur notre autel. C'est une belle manière de prolonger cette connexion, d'intégrer cette expérience dans notre quotidien. Ces deux exemples de pratique, le rituel de pleine lune et la connexion à un esprit de la nature, nous montrent à quel point la magie est accessible même pour les débutants. Il suffit d'être ouvert, curieux et respectueux. Tout à fait. La magie n'est pas réservée à une élite. Elle est à la portée de tous ceux qui souhaitent la découvrir et l'expérimenter. L'important est de le faire avec conscience, intention et respect. Et au fond, qu'on choisisse la Wicca, le paganisme ou une autre vraie spirituelle, l'important est de trouver ce qui résonne en nous, ce qui nourrit notre âme et nous permet de grandir. Tout à fait. Le cheminement spirituel est une aventure personnelle, une exploration unique qui nous permet de nous découvrir, de nous transformer et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est de belles invitations à l'ouverture, à l'expérimentation et à la découverte de soi. Et qui sait, peut-être que ce deep dive aura planté une petite graine de magie dans votre cœur. Une graine qui ne demande qu'à germer et à s'épanouir. Alors laissez la magie vous guider et vous inspirer sur votre propre chemin. On a beaucoup parlé des différences entre la Wicca et le paganisme, mais on a aussi vu qu'elles partagent ce socle commun, le respect de la nature. C'est presque un retour aux sources, une reconnexion à la terre-mère, non ? Absolument, Wicca et paganisme, malgré leurs nuances, convergent vers cette même aspiration. L'harmonie entre l'humain et la nature. On l'a vu à travers les rituels, les symboles, la vision du monde. Il y a cette volonté de se reconnecter au rythme naturel, d'honorer les éléments, de vivre en accord avec les forces de la Terre. Et ce n'est pas juste une posture, un concept abstrait, c'est une véritable source d'énergie pour la pratique magique. C'est comme si on puisait notre inspiration, notre force, dans la sagesse ancestrale de la nature, dans la puissance des éléments. Tout à fait. Cette connexion à la nature nourrit la pratique, la rend vivante, dynamique. On n'est pas face à des dogmes figés, mais à des traditions en constante évolution, qui s'adaptent au rythme de la nature, au cycle des saisons, aux énergies du cosmos. C'est une spiritualité qui nous invite à être à l'écoute, à observer, à ressentir. On est loin des religions codifiées, des dogmes imposés d'en haut. On retrouve une forme de liberté d'autonomie qui est très présente dans la Wicca et le paganisme. Oui, c'est une spiritualité qui encourage le cheminement personnel, l'exploration intérieure. Elle nous invite à découvrir notre propre vérité, notre propre connexion sacrée, sans intermédiaire, sans dogme imposé. Et c'est peut-être ça qui est le plus séduisant dans la Wicca et le paganisme. Cette liberté de créer sa propre voie, de s'inspirer de différentes traditions, de façonner son propre univers symbolique, ses propres rituels. Exactement. L'important est d'être sincère dans sa démarche, de respecter les traditions que l'on emprunte et de rester ouvert à l'apprentissage, à l'évolution. C'est une invitation à la créativité, à l'authenticité, à la découverte de soi. Et finalement, peu importe la façon dont on se définit Wikipédia chercheur spirituel, l'essentiel est de cultiver cette connexion à la nature, cette écoute intérieure, cette soif de connaissance et de transformation. Tout à fait. La magie n'est pas une fin en soi.
C'est un outil, un langage qui nous permet de nous connecter à des dimensions plus profondes de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est une voie d'éveil de conscience de reliance à quelque chose de plus grand que nous. C'est ce qui rend ce cheminement si fascinant et si enrichissant. Absolument. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, laissez-vous inspirer par la magie de la Wicca et du paganisme. Explorez ces traditions avec respect et curiosité. Et qui sait, peut-être que vous trouverez sur votre chemin la clé qui ouvrira la porte de votre propre magie intérieure. Une magie qui ne demande qu'à s'éveiller et à rayonner dans le monde. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.